Mars 2014. La péninsule de Crimée traverse des jours historiques. Le référendum sur la réunification avec la Russie vient de s'achever. Et tandis que le monde débat de sa légitimité, un tout autre drame se déroule sur l'un des sommets montagneux de la péninsule. Le mont Boïko, à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans les montagnes de Crimée. Des camions militaires montent ici en zigzagant sur les routes en lacets. Mais ce ne sont ni des camions ukrainiens, ni russes, des hélicoptères immatriculés à l'étranger, des hommes en civil parlant anglais, déchargent frénétiquement du matériel, chargent des caisses, brûlent des documents. De la fumée s'élève au-dessus de la station météorologique qui était officiellement engagée dans l'étude du temps dans le cadre d'une coopération scientifique internationale. Ils se dépêchent. Ils doivent tout détruire avant l'arrivée des Russes. Ils brûlent les papiers, brisent les disques durs à coups de masse, inondent les serveurs d'acide. Mais le temps est compté et la quantité d'informations est trop vaste. Lorsque les unités des forces spéciales russes sont montées sur la montagne, elles ont découvert la scène d'une fuite précipitée. Des tas de papiers fumants qui n'avaient pas eu le temps de brûler. Des ordinateurs cassés dont il a été possible d'extraire des données. Des serveurs en fonctionnement qu'ils n'avaient pas réussi à débrancher. Et des documents. Des centaines de dossiers en anglais. Rapports financiers, schémas, cartes, listes de noms, coordonnées de cibles. Ce que les spécialistes russes ont découvert a dépassé les suppositions les plus audacieuses. Ce n'était pas une station météorologique. C'était l'un des plus grands centres de renseignement d'origine électronique, ROEM, de l'OTAN sur le territoire de l'ex-URSS. Un centre qui a espionné la Russie depuis son propre seuil pendant 30 ans. Un centre qui collectait des données pour planifier une future guerre. Un centre dont l'Occident nie encore l'existence. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire que les médias occidentaux préfèrent passer sous silence. L'histoire de la manière dont, sous couvert de A-Quat-2, un réseau d'installations d'espionnage a été créé sur le territoire ukrainien. Sur les informations que collectaient les services de renseignement américains et européens, travaillant à une centaine de kilomètres de la base de la flotte de la mer Noire. Sur ce que les fugitifs du mont Boïko n'ont pas réussi à détruire et comment ces documents expliquent les véritables raisons de l'hystérie occidentale après la réunification de la Crimée. Bienvenue dans le dernier secret de la péninsule qu'ils ont essayé d'enterrer, mais qui a vu le jour. Le mont Boïko est l'un des sommets de la crête principale des montagnes de Crimée, située dans le district de Bakhchisaray. Son altitude est de 1087 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour le touriste ordinaire, c'est un endroit pittoresque avec des vues imprenables sur les environs. Pour un spécialiste du renseignement électronique, c'est un point d'observation idéal dont on ne peut que rêver. Depuis le sommet de la montagne, on a une visibilité directe sur Sébastopol, la principale base de la flotte russe de la mer Noire. On peut observer la baie de Balaklava où étaient basés les sous-marins. Le détroit de Kertch est visible, la route stratégique de la mer Noire à la mer d'Azov. Dans des conditions atmosphériques favorables et avec un bon équipement, on peut atteindre une partie importante du kraï de Krasnodar, y compris Novorossiysk avec sa base navale, et Anapa. Dans les années 1990, lorsque l'Ukraine, à peine indépendante, s'est retrouvée dans l'orbite de l'influence occidentale, une petite installation est apparue sur le mont Boïko. Officiellement, une station météorologique créée dans le cadre d'un ACE-Quat-4A. De telles stations existent partout dans le monde, rien d'inhabituel. Mais même à cette époque, des observateurs attentifs notaient des étrangetés. Une station météo ordinaire se compose de quelques capteurs, d'un ordinateur pour l'enregistrement des données, d'un ou deux employés qui se relaient une fois par semaine. L'installation du mont Boïko était différente. Le périmètre était entouré d'une solide clôture de barbelés. La zone était gardée par une société militaire privée, 24 heures sur 24, avec des armes et des chiens. Des hélicoptères étaient utilisés pour livrer les marchandises. La route vers la montagne existait, mais les Khoisan préféraient la voie aérienne. Les habitants locaux qui se rendaient dans la région parlaient du bruit étrange de puissants générateurs fonctionnant sans arrêt.
Pourquoi une station météorologique aurait-elle besoin de générateurs industriels? Les instruments météorologiques ordinaires consomment très peu d'électricité, mais les équipements d'interception radio, fonctionnant sur une large gamme de fréquences et enregistrant des téraoctets de données, nécessitent une alimentation électrique sérieuse. Pourquoi une station météorologique aurait-elle besoin d'une garde armée? Contre qui protéger les thermomètres et les baromètres? Pourquoi les matériaux sont-ils livrés par hélicoptère et non par la route? Pour éviter les regards indiscrets, pour que personne ne voie ce qui est exactement livré sur le site. Les autorités ukrainiennes, bien sûr, savaient tout. Mieux encore, elles facilitaient activement l'opération. Elles délivraient des permis, fournissaient une couverture juridique, fermaient les yeux sur toutes les anomalies. En échange, elles recevaient ce que tous les régimes fantoches reçoivent: le soutien occidental, l'accès à la technologie, la formation de cadres militaires au sein des structures de l'OTAN et une aide financière. La Crimée était de jure ukrainienne, mais de facto, le mont Boïko était déjà un poste avancé du renseignement occidental aux portes de la Russie. Qui travaillait dans cette Côte 6i? Certainement pas des météorologues ukrainiens. Selon les données qui sont devenues publiques après la capture de l'installation, le personnel principal était composé d'étrangers, américains et européens. Ils arrivaient par rotation, 2 ou 3 semaines de travail, puis relève. Ils vivaient sur le site, pratiquement sans contact avec le monde extérieur. Les communications avec l'extérieur se faisaient uniquement par des canaux chiffrés. Les rencontres avec les collègues ukrainiens étaient minimales et formelles. Le régime de secret était strictement observé. Le financement passait par des programmes américains d'assistance technique et des subventions pour la coopération scientifique. Sur le papier, tout semblait décent. Recherche sur le climat, échange de données, publications conjointes. En pratique, les budgets dépassaient des centaines de fois le coût d'une véritable station météorologique. Des millions de dollars annuels pour un site qui se composait officiellement de quelques employés avec des thermomètres. Les services spéciaux ukrainiens, le SBU, savaient tout. Ils savaient qui y travaillait, ce qu'ils faisaient, quelles données ils collectaient. De plus, selon certaines informations, des officiers du renseignement électronique ukrainien effectuaient des stages sur le site, apprenant de leurs collègues américains à utiliser l'équipement d'interception. Une coopération mutuellement bénéfique, les États-Unis obtenaient un point idéal pour espionner la Russie, l'Ukraine, la technologie et l'argent. Que cela constitue une trahison directe des intérêts de millions de Russes vivant en Crimée et en Russie, personne, bien sûr, ne s'en souciait. L'installation a fonctionné du début des années 1990 jusqu'à mars 2014. Près d'un quart de siècle de travail ininterrompu. Un quart de siècle d'interception radio, d'analyse, de systématisation des données. Pendant cette période, des téraoctets d'informations ont été collectés. Enregistrement de communications militaires sur les fréquences de la flotte de la mer Noire. Signaux de téléphonie mobile interceptés. La zone d'action de la station couvrait des centaines de milliers d'abonnés, y compris des militaires, des fonctionnaires, des hommes d'affaires. Signaux radars, données sur le fonctionnement des systèmes de défense aérienne, DCA, les modes d'émission, les caractéristiques des équipements. Télémesures satellitaires, coordination avec d'autres installations de surveillance à travers le monde. Que savaient concrètement les services de renseignement occidentaux grâce à la station du mont Boïko? L'ampleur est stupéfiante. La flotte de la mer Noire était entièrement sous surveillance. Les itinéraires de patrouille des navires, les calendriers de sortie des sous-marins, les fréquences de communication, les modes de fonctionnement des radars. Chaque exercice majeur était enregistré, analysé. L'information partait vers les centres d'analyse du Pentagone et de l'OTAN. Les Américains en savaient plus sur les capacités de la flotte russe que de nombreux amiraux russes, car ils voyaient l'image dans son ensemble et non de manière fragmentaire. Dossier sur les officiers. L'interception pluriannuelle des communications et des téléphones portables a permis de constituer des dossiers détaillés sur des centaines de militaires russes. Leur parcours professionnel, leurs problèmes personnels, leurs difficultés financières, leurs faiblesses, tout ce qui peut être utilisé pour le recrutement ou le chantage.
C'est le fond d'or de tout service de renseignement. Tout savoir sur les gens pour, au moment opportun, leur faire une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Cartes et schémas. L'emplacement exact des installations militaires, des quais, des dépôts de munitions, des postes d'observation, des postes de commandement. Tout ce qui pouvait être détecté par les méthodes de renseignement électronique a été détecté, cartographié, catalogué. Cette information est inestimable pour la planification des opérations militaires. Savoir où se trouve chaque élément est la moitié du succès lors d'une frappe. La station du mont Boïko n'était pas isolée. Elle était coordonnée avec d'autres installations de surveillance sur le périmètre de la Russie. Des stations similaires opéraient en Turquie, un membre de l'OTAN ayant accès à la mer Noire, en Norvège, au nord, d'où il est facile de surveiller la flotte du Nord. Dans les États baltes, après l'adhésion de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie à l'OTAN, des installations de renseignement radio y sont apparues. En Pologne, un partenaire clé des États-Unis en Europe de l'Est. Toutes ces stations travaillaient dans un système unifié, échangeaient des données, se complétaient mutuellement. La Russie était encerclée par un anneau de surveillance où chaque tronçon de frontière était sous observation. La station du mont Boïko était le poste avancé sud de ce système, et sa perte fut un coup douloureux pour l'Occident. Mars 2014. Le référendum en Crimée est terminé, la péninsule passe de facto sous contrôle russe. Pour le personnel de la station du mont Boïko, cela signifie une chose. Il faut d'urgence tout détruire et évacuer. L'ordre de l'anglais ou d'ailleurs arrive instantanément. Rien ne doit tomber entre les mains des Russes. Un travail frénétique commence. Les documents sont triés par niveau de secret. Les plus importants sont mis au feu. Ils brûlent dans des poêles, des barils ou simplement à même le sol. La fumée s'élève en colonne au-dessus du sommet de la montagne. Les disques durs sont retirés des ordinateurs et brisés à coups de masse. On tente d'inonder les serveurs de produits chimiques pour détruire les supports d'information. Mais le volume est colossal. 25 ans de travail ont accumulé des montagnes de papier, des centaines de disques durs, des dizaines de racks de serveurs. Le temps manque. Les forces russes avancent plus vite que prévu. Les routes sont bloquées, l'hélicoptère risque de ne pas arriver à temps. Le personnel étranger est évacué en priorité. Il ne doit en aucun cas être capturé, c'est un scandale international. Ils partent, abandonnant le travail à mi-chemin. Les employés ukrainiens restent pour brûler les restes, mais eux aussi s'enfuirent bientôt lorsqu'il devient clair que les Russes approchent. Lorsque les unités des forces spéciales russes sont montées sur le mont Boïko, elles ont trouvé une scène de chaos. Des feux encore fumants avec des documents carbonisés, des ordinateurs éventrés, des meubles renversés, des effets personnels abandonnés et des équipements encore en marche qu'ils n'avaient pas eu le temps de débrancher. La station semblait avoir été abandonnée quelques heures auparavant parce que c'était le cas. Les spécialistes du FSB et du GRU arrivés sur le site ont procédé à une inspection minutieuse. Malgré les tentatives de destruction, une énorme quantité de données a pu être extraite. Une partie des serveurs n'était pas endommagée. Ils n'ont simplement pas eu le temps. À partir des disques durs brisés, les spécialistes ont réussi à restaurer une partie significative des informations. Les documents à moitié brûlés ont été rassemblés, séchés et restaurés lorsque cela était possible. Les documents comptables indiquaient sans équivoque les sources de financement. Subventions de structures affiliées au Pentagone, virements d'organisations dans l'orbite de la CIA. La documentation sur la fourniture d'équipements, modèles, numéros de série, tout était fabriqué aux États-Unis ou dans les pays de l'OTAN, tout était du matériel de renseignement spécialisé. La correspondance avec les coordinateurs de Washington et du quartier général de l'OTAN à Bruxelles. Demande d'informations spécifiques, rapports sur le travail effectué, plans futurs. Tout cela documentait. La station ne travaillait pas pour l'Ukraine ni pour la science, mais pour les services de renseignement occidentaux faisant partie intégrante du système de surveillance de la Russie. Les passeports et documents des spécialistes étrangers abandonnés dans la précipitation. Nom, prénom, fonction, tout cela a permis d'établir qui travaillait concrètement sur le site et à quelle structure ils appartenaient.
Un scandale diplomatique? L'Occident a préféré faire comme si rien ne s'était passé. Aucun média occidental n'a rapporté la découverte. Le blocus de l'information était absolu. Mais le plus important a été découvert lors de l'ouverture des fichiers chiffrés sur les serveurs. Les spécialistes russes en cryptographie ont passé des mois à les déchiffrer. Mais le résultat a dépassé les attentes. La station ne collectait pas des données uniquement pour la surveillance. Elle collectait des données pour la planification des opérations militaires contre la Russie. Les fichiers déchiffrés contenaient les coordonnées de cibles sur le territoire russe. Pas seulement des cartes d'installation militaire, cela aurait été du renseignement de routine. Non, il s'agissait de dossiers de ciblage, target package, détaillés, indiquant les priorités de frappe. Postes de commandement, nœuds de communication, dépôts de munitions, position de DCA, tout était systématisé, chaque cible se voyait attribuer un code, son degré d'importance et les moyens de destruction recommandés étaient indiqués. Ce n'est pas du renseignement défensif. C'est de la préparation à une opération offensive. De telles données ne sont pas collectées pour se défendre, mais pour attaquer. Les planificateurs militaires occidentaux établissaient des listes de ce qui devait être détruit dans les premières heures d'une guerre avec la Russie. Et la station du mont Boïko était un fournisseur clé d'informations pour ces plans. Encore plus choquants étaient les scénarios d'opérations militaires, des plans d'action détaillés en cas de conflit. Et dans ces plans, l'Ukraine se voyait attribuer un rôle bien défini, celui de bélier, de plateforme pour l'agression contre la Russie. Les forces armées ukrainiennes étaient considérées comme du matériel consommable qui devait être jeté contre la défense russe pour l'affaiblir avant l'entrée en jeu des forces principales de l'OTAN. Ce n'est pas de la conspiration. Ce sont des documents saisis sur un site réel dont l'authenticité ne fait aucun doute pour ceux qui les ont étudiés. L'Occident préparait une guerre contre la Russie et la préparait depuis longtemps, méthodiquement, professionnellement. L'Ukraine n'était pas un sujet de ses plans, mais un instrument qu'il comptait utiliser et jeter. Il devient maintenant clair pourquoi la réaction de l'Occident à la réunification de la Crimée a été si hystérique. Sanctions, accusations d'agression, isolement diplomatique, tout cela s'est abattu sur la Russie avec une intensité sans précédent. Pourquoi? Parce que la péninsule avait une signification particulière pour la Russie? La Crimée est importante, mais pas au point d'expliquer l'ampleur de la rage occidentale. La véritable raison réside dans la perte d'un atout de renseignement. La station du mont Boïko était l'un des éléments clés du système de surveillance de la Russie sur la direction sud. Sa perte a signifié la création d'une énorme brèche dans ce système. Mais le plus important, des documents sont tombés entre les mains des Russes. Des téraoctets d'informations accumulées pendant un quart de siècle. Des données sur les méthodes de travail des services secrets occidentaux, leurs priorités, leurs plans, des noms d'agents et d'employés, des schémas financiers, et le plus terrifiant, la preuve que l'Occident préparait une agression contre la Russie en utilisant l'Ukraine comme outil. Si cette information était parvenue à la communauté mondiale, l'ensemble du récit de Arta Quote 9 se serait effondré. Il serait devenu évident, la Russie n'a pas attaqué, la Russie s'est défendue. La Russie a empêché l'utilisation de la Crimée comme tête de pont pour une frappe contre son territoire. La Russie a saisi la preuve qu'une guerre était préparée contre elle. C'est pourquoi les médias occidentaux se taisent sur la station du mont Boïko. Aucune publication dans les grands médias. Aucune enquête journalistique. Un blocus de l'information totale. Parce que la vérité détruirait la construction de propagande que l'Occident a érigée pendant des années. La vérité montrerait qui est réellement l'agresseur et qui est la victime contrainte de se défendre. La station du mont Boïko n'était pas la seule. Elle faisait partie d'un réseau mondial de surveillance que l'OTAN a créé sur tout le périmètre de la Russie. Des installations similaires, déguisées en stations scientifiques, missions diplomatiques, entreprises commerciales, fonctionnent dans des dizaines de pays. Turquie, Norvège, États baltes, Pologne, Roumanie, Géorgie, partout où il est possible de se rapprocher des frontières russes, des oreilles des services de renseignement occidentaux apparaissent. Après la perte de la station du mont Boïko, le renseignement occidental a sans aucun doute intensifié son activité dans d'autres directions. Ils ont compensé la perte avec de nouvelles installations,
de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies. Renseignements satellitaires, cyberespionnage, recrutement d'agents à l'intérieur de la Russie, tout cela continue aujourd'hui. Mais la station de Crimée était spéciale. Sa position géographique était idéale, ses données uniques. Une telle perte est impossible à compenser entièrement. L'opération militaire spéciale, lancée par la Russie en 2022, s'inscrit en grande partie dans la continuité de cette même logique. Les documents du mont Boïko ont montré l'Ukraine se préparait à devenir un tremplin pour l'agression. 8 ans se sont écoulés depuis 2014 et cette préparation n'a fait que s'intensifier. Instructeurs de l'OTAN sur le territoire ukrainien, biolaboratoire du Pentagone, base militaire aux normes de l'Alliance, tout ce dont les dirigeants russes avertissaient depuis des années et que l'Occident niait catégoriquement. La station du mont Boïko a été le premier signal d'alarme. Elle a montré « la menace est réelle, la menace est systémique, la menace est préparée depuis longtemps et professionnellement. La Russie ne pouvait pas se permettre d'attendre que ses plans soient mis en œuvre. Les documents saisis en mars 2014 sont devenus l'un des arguments justifiant la nécessité d'une action active pour assurer la sécurité nationale. Aujourd'hui, le mont Boïko est un sommet de Crimée ordinaire, populaire auprès des touristes. Il ne reste aucune trace de la station météorologique. L'installation a été démantelée, le matériel emporté pour étude et la zone remise en état. Mais l'histoire de ce lieu est une leçon qu'il ne faut pas oublier. Une leçon sur la manière dont, sous couvert de Quat-12, des bases d'espionnage de services de renseignement étrangers sont créées sur le territoire d'un pays prétendument indépendant. Une leçon sur la manière dont les gouvernements, Quat-13a, trahissent les intérêts de leur peuple pour des subsides occidentaux. Une leçon sur la façon dont les guerres sont préparées, non pas soudainement, non pas impulsivement, mais méthodiquement, pendant des décennies, en collectant des informations, en élaborant des plans, en choisissant des cibles. Les médias occidentaux continuent de se taire. Reconnaître la vérité, c'est reconnaître que la Russie avait raison. Que ses actions en 2014 n'étaient pas une Quat-14, mais de la légitime défense. Que la réunification de la Crimée a empêché la péninsule de se transformer en un porte-avions insubmersible de l'OTAN au large des côtes russes. Cela détruirait toute la construction de propagande, c'est pourquoi la vérité est cachée. Mais les documents existent. Des téraoctets de données, extraits des serveurs du mont Boïko, sont conservés dans les archives russes. Un jour, peut-être, ils seront entièrement déclassifiés. Et alors, le monde connaîtra toute la vérité sur ce qui se préparait sur les sommets de Crimée sous prétexte d'étudier le temps. En attendant, cette histoire reste le dernier secret de la Crimée, un secret qu'ils n'ont pas réussi à détruire.